D'une deuxième partie, cette vidéo contiendra une partie spoiler et sachez qu'on prévoit de faire une vidéo avec un invité. Cette fois-ci, on va spoiler à fond, on va comparer le livre, la version de Lynch, la version Villeneuve, mais ça c'est pour une prochaine vidéo, bien que cette vidéo aura aussi une partie spoiler. Donc c'est parti, encore quelques images et c'est parti. Tu ne me perdras jamais, Paul Atreides. Réalisé par Denis Villeneuve, un Québécois, donc un francophone, quelqu'un de pas de chez nous du tout, mais presque quand même, en tout cas on peut se comprendre, ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, hein. Un réalisateur très apprécié qui a déjà fait de la science-fiction, et de la science-fiction à tendance autorisante. C'est ça qui était intéressant, c'est que même par exemple Blade Runner, hein, on peut pas vraiment dire que ce soit un pur blockbuster facile d'accès. Quand on pense à blockbuster actuellement, on pense évidemment à tout ce qui est Disney, Marvel et compagnie. Son Blade Runner 2049 n'était clairement pas un blockbuster grand public qui peut plaire, pas plaire, mais il y avait un petit quelque chose en plus. Et ensuite, il a fait Dune. Dune, donc l'adaptation, comme vous le savez, viens ici mon petit, enfin mon gros plutôt, d'un énorme pavé, justement, hein, de la science-fiction, hein, un classiquissime de la science-fiction, hein, un énorme pavé quand même. Hein. Donc, comme on l'a découvert en salle, c'est un peu une triche, le film qui était sorti, c'était d'une première partie. D'une première partie, parce qu'il adaptait la première partie du même livre. Hein, du même livre. Il a déjà annoncé qu'il prévoyait de faire l'adaptation du second livre, hein, donc le Messie de Dune, qui, comme vous le voyez, est plus petit, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses à raconter. Hein. Si on compare, il y a quand même de quoi faire. Hein. Bref, tout ça pour dire qu'il nous a fait la première partie de Dune en séparant le livre en deux. Vous le savez, Dune, c'est l'œuvre donc d'un auteur Frank Herbert, qui s'est inspiré de beaucoup de choses et qui a inspiré beaucoup de choses. Parce que Dune, qu'on le veuille ou non, Tatooine, hein, on pense à Dune. Ce n'est pas ces droïdes-là que vous cherchez, on pense au pouvoir Bene Gesserit, la voix, le fait qu'ils se battent avec des épées, tout ça. Je veux dire, Star Wars sans Dune, Star Wars a évidemment bien d'autres inspirations, on le sait, Kurosawa et compagnie, mais ça fait partie aussi de ça. Dune, c'est une œuvre, en tout cas à l'écrit, qui est hyper importante. J'ai envie de la comparer, alors les gens vont dire oui, non, non, peut-être. Si vous voulez, c'est un peu le Seigneur des Anneaux de la science-fiction. Le Seigneur des Anneaux est à la fantaisie, d'une certaine manière, avec toutes les distances, mais c'est pour vous donner une idée de l'importance de cette œuvre. Voilà. Vous le savez, Dune a déjà été adapté par David Lynch, un film très apprécié, devenu culte par certains, même si le grand public à l'époque n'avait pas trop apprécié. Et il faut reconnaître que c'était une production qui a été chaotique. Si au début ça se passait bien, plus ça avançait, plus c'était compliqué. Et finalement, ça a donné un film, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, qui est malade. C'est-à-dire que ce n'est pas ce que David Lynch aurait voulu faire. Et, on va pas se mentir, ça se ressent dans le film, indépendamment de on aime ou on n'aime pas. Surtout, dans la deuxième partie du film, qui est celle que Villeneuve nous fournit aujourd'hui. Donc la même partie d'adaptation du livre. C'est-à-dire que Lynch, c'est là où il a eu plus de problèmes. Que va faire Villeneuve? C'était ça la grande question. Surtout, on va pas se mentir, que la deuxième partie du livre, elle est vraiment pas facile à adapter. Déjà la première, c'est pas facile, mais alors la deuxième, c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué, je vous le dis. Dune était considéré comme un livre inadaptable. Vous me direz, combien il y a de livres inadaptables qui ont finalement réussi à être adaptés avec talent? Il y en a eu, mais il y en a plein où ça s'est planté. Donc, j'étais un peu en mode, on va voir ce qu'il va réussir à nous faire. Alors bien sûr, il fait un film long, mais est-ce qu'il va réussir à dynamiser tout ça, le père Villeneuve? Qu'est-ce que ce film? Bon, bah ce film, c'est la continuité du film précédent. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez aimé le film précédent, vous risquez d'aimer ce film. On est dans la continuité, que ce soit au niveau des acteurs, même s'il y a des nouveaux acteurs, et en plus des acteurs connus, hein, des acteurs connus. Donc ça donne un sacré cachet quand même pour des rôles entre guillemets un peu secondaires, de voir de telles têtes, ça donne une espèce de d'aura tout de suite à certains personnages. Ça marche bien. Hein. Donc on a des nouveaux acteurs, mais on a aussi ceux qu'on avait avant, et on a le même type de production design et compagnie, on est dans une suite. Suite, attention, hein, qui contrairement à beaucoup de films hollywoodiens composés en plusieurs parties, n'a pas été tourné d'un bloc pour économiser de l'argent. Ils ont fait le premier film, ils l'ont sorti, et après la promotion, ils ont fait le suivant. Ce qui veut dire qu'ils ont peut-être eu le temps de corriger certains trucs par rapport à certaines critiques, etc., etc. Donc, comme je vous dis, on est dans la continuité. Que dire de ceux qui n'ont pas aimé le premier film? Ben, je pense qu'ils vont pas aimer, même si dans la partie spoiler, on va préciser certaines choses, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été aimées et d'autres qui n'ont juste pas été comprises, clairement. Euh, Est-ce que c'est la faute du réalisateur? On verra. On va retrouver un peu les mêmes choses, mais
on va reconnaître que c'est un film qui est plus épique. Christopher Nolan a qualifié ce Dune partie 2 d'être l'Empire contre-attaque par rapport au premier Star Wars, et je suis dans l'idée d'accord avec ce qu'il dit. Je dis dans l'idée pour éviter que les gens pensent que... Voilà. Je suis dans l'idée d'accord avec ce qu'il dit, dans le sens où, étant la deuxième partie de l'histoire, c'est là où les enjeux qui ont été mis en place dans la première vont être utilisés pour rendre la chose plus épique. Et le moins que l'on puisse dire de ce Dune 2, c'est qu'il est super, super, méga épique. Super, méga épique. Dans le premier, ils ont fait attention à qu'il y ait quand même des scènes d'action, à des moments et tout, mais là, c'est vraiment super, méga épique. On atteint les sommets de ce qui est épique. Et la musique de Hans Zimmer, vous l'avez pas aimé dans le premier, vous l'aimerez pas dans celle-là, c'est toujours un peu la même chose, c'est-à-dire il va faire beaucoup de bruit, en fait. Ça se mélange à tout ce qui est bruitage du film. Parfois c'est bien, parfois c'est peut-être un peu agressif, mais il faut reconnaître que il fait ressortir des choses dans le film et l'ambiance, moi je trouve ça absolument incroyable. Cependant, à écouter en dehors du film, j'ai essayé celle du premier, d'écouter deux trois trucs sans regarder le film, c'était beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus compliqué que ça. Dans le film, ça passe très bien. Attention, j'adore la musique que Toto avait fait pour celui de Lynch, hein, pour moi, d'ailleurs je l'écoute de temps en temps, hein, celle de la bataille. Euh, Là ici, c'est une autre manière de faire. Si ça vous a déplu, ça vous déplaira. Hein, c'est pour ça qu'on est dans la continuité. J'aimerais revenir sur certaines critiques qui ont été faites, comme les personnages froids. Certains ont dit que les personnages étaient froids, etc., etc. Je vous ai dit qu'il y avait une raison. Et ce film, donc cette deuxième partie, va vous donner la raison à condition que vous arriviez à la percer. C'est pas très compliqué. Je trouve que le film est assez clair sur les intentions de ce qui se passe. Là où le livre, peut-être parce qu'il y a beaucoup de textes et parfois on est un peu noyé, tout ça, on peut peut-être louper deux, trois trucs. Le film est très clair sur ses intentions. Mais il faut quand même avoir l'esprit ouvert pour capter ses intentions. Et c'est là que le blockbuster de base devient un blockbuster un peu plus intéressant que juste un truc passe-partout. Je ne vais pas vous dire qu'il faut réfléchir et comprendre et tout, non, c'est pas le cas, mais il faut quand même être présent, écouter ce qui se dit et comprendre quels sont les enjeux de qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe et comment ça se passe. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails dans cette partie. On a donc pas mal de batailles, ça enchaîne pas mal, ça devient épique, ça vient à fond, et j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur du fait que c'est un cycle, le cycle de Dune, parce qu'en fait, le premier Dune, en matière de livres, hein, il est fini, c'est une œuvre finie en tant que telle. Ensuite, ils ont fait y a eu plusieurs suites, hein, je sais plus combien on a écrit Herbert hein, lui-même, avant de décéder, d'ailleurs, il n'a pas vraiment fini son cycle, hein, mais je veux dire, vous aurez une histoire complète. Si la fin peut paraître ouverte, faites attention à ce qui est raconté dans le film, parce qu'elle n'est pas si ouverte que ça. En fait, elle est fermée. Mais comme l'histoire avec un grand H n'a jamais de fin, et puis là on a un truc qui reprend une histoire avec un grand H, parce que comme je vous ai dit, un peu comme le Seigneur des Anneaux et compagnie, on a un world building, on a plusieurs grandes maisons, etc., etc. L'histoire avec un grand H ne s'arrête jamais. Donc, on pourrait avoir l'impression que c'est une fin ouverte, mais ce n'est pas le cas. Je vais juste toucher un petit mot sur les acteurs, que j'ai trouvé très bien. Je les avais déjà trouvés très bien dans la première partie. Les nouveaux sont vraiment excellents dans celle-là. Juste un petit souci avec Javier Bardem, qui est un acteur excellent. D'habitude, j'adore cet acteur, il est très bon. Mais là, il fait un mec qui parle avec un accent, et on te dit, bon, ben, il a un accent du Sud. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne d'autre qui parle avec cet accent du Sud. Et même ceux qui viennent du Sud. Et même quand il parle, il amène une espèce de légèreté comique, machin, qui donne vraiment l'impression qu'il n'est pas dans le ton du film. Alors d'un côté, tant mieux, parce qu'il allège un petit peu tout ça, mais d'un autre côté, c'est celui qui m'a un petit peu plus dérangé. C'est presque de l'ordre, entre guillemets, du détail, du gros détail quand même, on va pas se mentir, mais je veux dire, ça m'a pas dérangé sur le film en lui-même, qui, je trouve, est assez réussi, et, pour ceux qui se poseraient la question, me paraît être une très très bonne adaptation du livre, là où la version de Lynch s'en éloignait par certains points, en reprenant d'ailleurs des aspects des suites. Hein. D'ailleurs, ça c'est un des points forts de Lynch, c'est qu'il allait s'inspirer aussi dans le truc en entier. Ah oui, je le reprécise pour si jamais, oui, j'ai lu le livre, oui, ça ne fait pas de moi un expert dans le livre. Hein. C'est une œuvre qui a été décortiquée dans tous les sens, voilà. Grosso modo, c'est ça, c'est le 1 avec les enjeux qui ont été posés en épique et on y va à fond.
Alors, avant de passer à la partie spoiler, si vous avez écouté jusque-là et que vous laissez un commentaire, on va se donner un code pour voir qui a écouté jusqu'ici. Donc, vous mettez A, B, C en majuscule et vous écrivez votre texte. A, B, C. Puis vous écrivez votre texte, comme ça on sait ceux qui viennent critiquer sans avoir regardé les arguments, etc., par exemple. Et la partie spoiler commence maintenant. Alors, la partie spoiler, c'est un peu compliqué parce que le but, c'est de comprendre le film si on l'avait pas compris. Alors, évidemment, les Harkonnen sont montrés comme des méchants, hein. Ils sont habillés de noir, il fait gris, tout leur décor est dégueulasse et tout. Et même, on a une représentation très impérialiste, hein. On a des espèces d'arènes romaines, et puis même, bah, je veux dire, comment il s'appelle déjà? Je sais plus comment il s'appelle, le cousin, à la fin. C'est un salaud qui tue les gens froidement. Les Harkonnen sont des méchants, il y a même des archétypes très nets qui sont piqués de l'armée nazie. Ce sont des méchants, clairement, clairement, clairement. Ça, c'est sûr, c'est certain, les Harkonnen, c'est les pas gentils. Ok. Qui sont les gentils dans l'histoire? Réponse, personne. Si vous vous souvenez, le premier film, il commençait par un message qui disait quelque chose comme les Harkonnen sont partis, on s'est débarrassé de ceux qui nous colonisaient, donc c'est les Fremen qui parlent, hein, mais qui sera le prochain? Et le prochain, ce sont les Atreides. Les Atreides sont-ils des gentils? Les Atreides sont-ils des gentils? Alors, plus gentils, si on veut, hein, gentils, méchants, on est un peu dans le stéréotype, sont plus gentils que les Harkonnen en tant que tels, c'est sûr. Hein, dans le film d'ailleurs on le dit, oui, le duc il avait du cœur, blablabla, blabla, ils sont plus gentils que les Harkonnen, quand ils arrivent, ils essayent de prendre contact avec les Fremen, essayer de voir comment ça se passe, il n'empêche que ce sont des colons. Ce sont des colons qui viennent coloniser la planète. Hein. Fremen, pour ceux qui ne savent pas, Freemen, F-R-E-E, ça voudrait dire les hommes libres. Fremen avec un seul E, c'est un jeu de mots. Les Fremen, en fait, c'est les hommes libres qui se battent contre des colons. Contre des colons. Donc, les Atreides ne sont pas plus gentils que les autres. Enfin, si, plus, mais pas gentils pour autant. C'est ça ce que je veux dire. Paul Atreides, en lui-même, hein, il arrive sur cette planète et les gens commencent à voir en lui un peut-être messie. On nous apprend que cette croyance du messie, c'est le travail des Bene Gesserit qui renvoient leur religion, leur manière de penser à gauche à droite pour que les gens suivent certaines doctrines et croient en certaines prophéties qui jouent en leur faveur. Donc déjà, les Bene Gesserit, c'est pas des gentils non plus, surtout qu'elles sont dans chaque maison et qu'elles les manipulent toutes. Hein. Elles, c'est un peu les politicards. C'est pas celles, elles n'ont pas de maison, elles se mettent dans les maisons pour les manipuler. Donc les Bene Gesserit aussi, c'est pas des gentils, clairement pas. D'accord. Donc Paul Atreides, lui, il arrive là-bas, on le prend pour le Messie. Alors le film est assez clair là-dessus, hein. Justement. Au début, il est en mode, dans le film, il fait oui, non, mais je veux pas aller au sud parce que j'ai des visions que si j'y vais, bah, ça va provoquer une hécatombe. Mais quoi qu'il en soit, il va finir par y aller. Et qu'est-ce qu'il va devenir? Un leader militaire qui va reprendre Arrakis, qui va prendre le trône, et comme le film est fini sur quoi? Il va partir sur une guerre sainte. Dans le livre, il y a un mot qui n'a pas été utilisé dans le film, je me demandais s'ils allaient avoir le courage de l'utiliser. Dans le livre, c'est écrit qu'il lance un djihad. depuis l'utilisation de ce mot est passé dans la langue commune, c'est devenu autre chose. Hein. Donc le mec, à la fin du film, il lance une guerre sainte. Dites-moi si la guerre c'est quelque chose de positif. Positif. Parce que si on dit que la guerre c'est positif, j'y arrive pas. Hein, donc, ça veut dire que peut-être vous justifiez la guerre en Ukraine d'un côté comme de l'autre, que vous justifiez ce qui se vous voulez. D'accord? On ne pas dans les détails. En fait, le personnage de Paul Atreides devient un messie et il lance ses troupes à la guerre. Est-ce que c'est bien? Ben, en fait, on a l'idée, au début, il va libérer les Fremen, pardon, pas les Fremen, justement, c'est plutôt bien, et de là, il va aller beaucoup plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc, il devient un tyran, un dictateur. Hein. On n'a pas besoin de le savoir, parce que, je vous ai dit, c'est une fin ouverte qui ne l'est pas. Il a des visions du futur. Qu'est-ce qu'il a comme vision du futur? Il a comme vision du futur des milliers de gens qui meurent et qui crèvent de faim. Et ça, c'est le résultat de sa guerre intergalactique. Enfin, je dis intergalactique dans l'Empire. Ça, c'est le résultat de sa guerre intergalactique, d'accord? Donc, non, Paul Atreides, à la fin, ne devient pas un gentil. Clairement pas. Clairement, clairement pas. Il devient un leader qui utilise une influence qui a été mise dans la tête des gens pour se servir d'eux, pour accomplir sa vengeance et aller plus loin. Ce n'est clairement pas juste le mec sympa du bled. J'ai dû ressortir le terme. On l'appelle Lisan Al-Gaib. D'accord? Al-Gaib. D'accord? À la fin du film, vous prenez les moments où ils disent Lisan Al-Gaib et il lève le poing, et vous changez ça avec Heil Hitler, et vous avez à peu près un équivalent, puis ils font autre chose que lever le poing. D'accord? Alors,
Bah, à ce point-là, puisque je vous ai dit que les autres étaient plus méchants. Les autres étaient plus méchants. Et c'est vrai, les autres sont plus méchants. C'est ce qui fait qu'on arrive à avoir en eux plus des gentils, ceux qu'on a envie qu'ils gagnent. Mais le fond de la pensée de tout ça, c'est le personnage de Channing qui a raison. C'est non, ce gars-là n'est pas un gars sympa. Il est plus sympa, mais ce n'est pas un gars sympa. C'est un colon qui arrive, et imaginez ça dans un autre univers, un colon qui arrive quelque part et qui se sert de la religion qui a été implantée, on peut imaginer des missionnaires chrétiens par exemple, pour se servir d'eux pour partir à la guerre. Ce sont des gentils, ça? Non, ce sont pas des gentils. Donc, quand sur les réseaux sociaux, j'entendais des gens qui disaient « Ouais, le sauveur blanc », non, non, il n'y a pas de sauveur blanc dans Dune. Au contraire, pas du tout, du tout, du tout même. C'est pas un sauveur. En partie, oui, mais en partie pas du tout. C'est pas un sauveur. C'est pas des gentils et des méchants. C'est qui le gentil? L'empereur? Celui qui trahit les uns par rapport aux autres pour qu'ils se fassent la guerre, qui veut détruire une maison parce qu'elle commence à devenir trop puissante? Non, c'est pas un gentil. C'est pas les Bene Gesserit, c'est pas... Non, non. Le gars qui a l'air d'être le plus gentil au début, c'est le duc Leto, mais lui-même, c'est un gars froid et tout. Hein. N'oubliez pas, je vous ai parlé du fait que les personnages étaient froids. Pourquoi est-ce qu'ils sont froids dans le livre? Tel que moi je l'ai ressenti. Parce que le but est que tu sois plutôt de leur côté, mais pas non plus que tu te prennes trop d'affection pour eux. Alors le film est plus gentil là-dessus, hein, sur la froideur des personnages. Le monde est montré comme un monde, enfin l'univers est montré comme un univers froid au niveau de ces personnages, et pour moi, c'est pour te montrer que ces personnages-là sont des êtres, entre guillemets, d'une certaine manière, calculateurs aussi. Bien sûr qu'ils ont des émotions, mais qui sont aussi calculateurs. Le duc Leto, il est montré comme un gars, j'ai envie de dire juste, mais quand même hyper carré. D'ailleurs, le duc Leto, petit lien avec une œuvre qui aurait été inspirée de Dune, Game of Thrones, le duc Leto, c'est un peu Ned Stark. Hein, quand, au début, on voit Ned Stark, on se dit, ah, lui, ça va être le héros, il se fait tuer au début, puis voilà, c'est un peu la même chose. Hein. Pour ça que le personnage est montré d'une certaine manière au début, un peu comme étant un peu le gentil, puis il se fait tuer. Et Paul Atreides n'est pas le gentil. Sa mère n'est pas une gentille. C'est une Bene Gesserit. Oui, mais elle est partagée parce qu'elle aime son fils et tout ça. Et oui, et on a tout ça. Et c'est ce qui en fait un univers complexe. Que il y a des gentils et des méchants, oui, à première vue. Mais quand on regarde de plus près, et ben en fait, c'est des méchants et des plus méchants. C'est ça l'histoire de Dune. Et justement, une des choses qui finalement ne fonctionnait pas dans le film de Lynch, c'est que la dernière partie, ça devenait le Messie sauveur. Il était le Messie sauveur. Et ça, bah justement, c'est très loin de la subtilité du livre. Et heureusement, Denis Villeneuve a repris cette subtilité. Est-ce que lui, il a un message politique à faire passer? Je ne sais pas, mais en tout cas, il a repris ce qu'Herbert avait mis dans son livre, et ça, je trouve ça plutôt bon. S'il y a des spécialistes dans le livre et dans l'univers d'Herbert, vous écrivez en bas, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'il fallait comprendre. Ayant lu le livre, je ne sais pas si ceux qui découvriront le film vont facilement comprendre tout ça, mais voilà, j'avais aussi entendu dire un autre truc sur les réseaux sociaux quand le film est sorti, c'était genre, ouais, pourtant, voilà, c'est juste les pistes, c'est du pétrole. Oui, tout à fait, les pistes, c'est juste du pétrole, en effet, c'est ce qui est montré. Tout à fait, tout à fait. Et, et du coup, tout d'un coup, les gens, ils prennent le parti de ceux que d'habitude ils ne prendraient pas le parti, donc c'est-à-dire les gens du désert, on va le dire comme ça pour éviter toute appellation. Encore une fois, oui, mais les Atreides ne sont pas des gentils. Les gens du désert sont-ils des gentils? C'est peut-être les victimes de l'histoire, mais finalement, à la fin, ils vont partir faire la guerre et trucider des gens sur d'autres planètes à travers le monde. Non, ce ne sont pas à l'arrivée des gentils. Il n'y a pas de gentils, je le répète. Et encore un truc, alors, au niveau des dates, parce qu'il y a les films et il y a la réalité, puis il y a les livres, c'est compliqué. L'histoire de Paul Atreides, maintenant que vous l'avez vu en entier, j'espère qu'elle vous a fait penser au film Laurence d'Arabie. C'est un peu la même histoire. Le mec qui arrive dans le désert, dans ce cas-là, il se fait pote avec les gens sur place alors que lui c'est un étranger, il devient une espèce de leader guerrier. Dans Laurence d'Arabie, le mec il commence à se prendre pour un messie, je dis ça, je dis rien, et à la fin, il se casse, et vous savez comment ça se passe, ça s'est passé dans la réalité, les Anglais, puisque Sir Lawrence, c'était un Anglais, bah, qu'est-ce qu'il a fait? Enfin, les Anglais n'ont pas donné le pays que les Arabes voulaient. Voilà, voilà, on est dans la même histoire. Alors, que les choses soient claires, le film Laurence d'Arabie est sorti alors qu'Herbert avait déjà commencé à écrire le livre. Cependant, le vrai Laurence, lui, il a vraiment existé, et il avait écrit ses mémoires. Ses mémoires qui, on le sait, sont des mémoires un peu fantasmées à des moments.
Donc, il y a clairement une inspiration aussi de ça. Donc, si jamais, faites le lien entre Laurence d'Arabie et Arrakis et Dune. D'ailleurs, quand je suis retourné voir le film, j'ai fait une blague sur Facebook, j'ai dit que j'étais retourné voir Laurence d'Arrakis. Et les gens ont mis des gens en train de rigoler. Oui, mais c'est pas pour rien. C'est parce que c'est un peu la même histoire. C'est un peu la même histoire. Voilà ce que je peux raconter sur ce film en règle générale et sur ce qu'il raconte réellement dans le fond. Alors, le film me paraît assez clair. Il y a des phrases qui sont dites, mais en réalité, ces phrases étaient déjà dans le premier film. Dans le premier film, on nous dit déjà que les Bene Gesserit ont commencé à mettre de la façon de penser, on va dire, de la religion et tout ça dans la tête des gens, etc., etc. Dans le film, c'est dit. Mais comme Paul, il hésite, etc., on peut peut-être se dire que oui, non, mais euh, euh, comment dire, c'est peut-être faux, ou alors ça va pas aller dans ce sens-là. Mais à l'arrivée, je le répète une dernière fois, il n'y a pas de gentil dans Dune. Il n'y a pas de morale à la mort moelleux dans Dune comme croient les gens. Non, 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 non. Dune, c'est une œuvre qui n'a pas traversé l'histoire pour être résumée par un tweet d'une personne qui a juste vu une moitié d'histoire. Voilà ce que je pense. Le livre m'avait paru moins clair sur ses intentions, dans le sens où c'est plus du ressenti. Peut-être que faudrait que je le relise quand même. Mais voilà, s'il y a des experts en Dune, dans les commentaires. Et dans les commentaires, on met un autre code pour être sûr que vous avez écouté jusque-là. Vous mettez le code AZER, un peu comme un AZERTY, hein, AZER, oui, ce sera facile à taper en majuscule, et ensuite vous écrivez votre message. Voilà ce que je peux dire sur ce Dune. En règle générale, je l'ai trouvé très bon. Euh, voilà, tout fonctionne plutôt bien et ça m'a paru fidèle globalement au livre. On se voit prochainement pour une vidéo dans laquelle on va analyser le livre et le film de Lynch et compagnie, et ça va être bon.